navigateur hors norme, multiple champion du monde, Yvan Bourgnon nous plonge au cœur de sa préparation. La course autour du monde que tu as réalisée. C'est vrai que ça m'a mis dans des périodes très très longues sans sommeil, de 3 jours et demi. Partir de l'Alaska et de rejoindre le Groenland, aucune solution de secours. Voilà, quel bonheur. Est-ce que tu peux nous parler de la course autour du monde que tu as réalisée, où vous êtes partis à deux? Oui, ce projet, l'idée c'était vraiment en fait de me reconnecter vraiment complètement à la nature et à l'aventure, chose que j'avais découvert vraiment enfant avec mes parents quand j'avais fait ce tour du monde entre l'âge de 8 à 12 ans. Et donc la compétition m'avait comblé, mais c'est vrai qu'il y avait ce manque d'aller à la découverte du monde, d'aller découvrir un peu des nouvelles choses, des humains, des îles, des nouvelles façons de naviguer. Donc il y avait vraiment ça qui ressortait, et puis en même temps, l'idée c'était vraiment d'être un peu à l'apothéose de tous les défis que j'avais réalisés, en essayant d'être dans vraiment la découverte, en rejetant un peu toute la technologie externe, de faire le tour du monde en fait sans assistance, sans météo, sans stratégie vraiment, sans vraiment d'aide extérieure, et en se guidant juste par les étoiles et le soleil. On était vraiment à l'extérieur tout le temps, pas de cabine, pas de protection. Et donc du coup, c'était vraiment une vraie connexion complète. Et c'était vraiment l'opportunité de fermer le téléphone, l'ordinateur, tout pendant plus d'1 an, pour aller vraiment vivre quelque chose de très très long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les aventures extrêmes, c'est rare de trouver des aventures qui peuvent durer aussi longtemps. Un petit catamaran de 6 mètres, qui est tout petit en fait, qui n'est pas fait du tout pour affronter les océans, et qui va que je vais pouvoir mener justement en étant habile, malin, et puis en déjouant les pièges des tempêtes et tout ça, pour pouvoir garder le plus possible le bateau à l'endroit, même si à 2 reprises le bateau a chaviré. On y reviendra. Comment tu as préparé ce projet? Alors peut-être sur les plans physiques, sur le plan mental? Oui, c'est vrai que c'est un projet qui est monté en maturité facilement 1 an, 1 an et demi avant le départ. Donc il y avait à la fois une préparation technique, effectivement, qui là est cartésienne, organisée. Il faut qu'on soit un bateau adapté, solide. Et puis après, sur la préparation mentale, effectivement, il fallait conceptualiser le fait que longtemps à l'avance, peut-être 1 an à l'avance, qu'on allait se retrouver à mettre nos fesses sur un bateau. C'était d'abord trouver son équipier et imaginer le projet ensemble. Et puis c'est d'accorder nos violons le plus possible, parce qu'aujourd'hui, quelle aventure extrême permet en fait de tenir si longtemps en vase clos, parce qu'on parle de 4, 5, 6 mètres carrés. Donc évidemment, c'est compliqué de tenir des semaines et des mois. Donc moi, c'est vrai que j'ai privilégié plutôt l'aspect humain, évidemment, la connaissance, l'entente, la rigolade, le fait qu'on soit complice, le fait qu'on sache déconner aussi dans les moments graves et difficiles, plus que l'aspect vraiment technique pur. Et en fait, ça a bien matché de ce point de vue-là. On s'est bien entendu, ça y a rien à dire. Mais ce qui a pêché, en fait, c'est plus finalement la préparation mentale qu'on avait fait chacun de notre côté. Donc 2 stratégies différentes. Avec 2 stratégies différentes, voilà. Moi qui conceptualise en fait cette aventure en me disant on va avoir un bateau super bien préparé, mais après on va chavirer, on va se retrouver à l'envers sur notre coque à attendre des jours et des jours d'arriver sur une île, on va manquer d'eau, on va manquer de nourriture, il va peut-être pas nous arriver tout ça, mais il va forcément nous arriver quelque chose de grave. Et donc tout ça, moi j'avais bien intellectualisé, et lui en tant que bon pilote d'avion qui sait avoir des plans B, des plans D et des plans E, en fait avait bien préparé son coup en disant on va maîtriser le sujet, on va maîtriser le risque, on va tout imaginer, mais on aura déjà une espèce de fiches, même si elles sont dans la tête, de ce qu'on va faire en cas de casse, en cas de dématage, en cas de chavirage. Et donc moi c'est vrai que je suis plus un intuitif, un aventurier qui aime justement découvrir le mode d'emploi en cours de route, mais quelque part je me disais qu'on serait complémentaires en fait. C'était mon approche au départ. En fait ça s'est passé pas vraiment comme ça, dans le sens où lui dans son chemin intérieur il a quand même très vite compris que la mer c'était compliqué, qu'on ne pouvait pas tout prévoir. C'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui avait pêché, c'est sa préparation mentale depuis des mois et des mois, qui n'était pas assez juste en fait, qui n'était pas assez dans le fait qu'on allait aller dans l'inconnu et que tout ça allait nous réserver des grandes surprises.
Et oui, la gestion de l'imprévu, c'est quelque chose qui est quelque chose d'intéressant à préparer, hein. Ouais. Bah, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a au contraire toujours nourri en fait. Tu peux nous rappeler un petit peu le nombre de kilomètres et le temps que ça t'a mis de faire cette boucle? Bah là, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'être le premier bateau à voile qui traverse l'océan Arctique sans l'appui d'un moteur. Donc l'idée, c'était vraiment de partir de l'Alaska et de rejoindre le Groenland, 8500 km, en naviguant à seulement quelques centaines de kilomètres du pôle Nord, à certains endroits, et d'essayer de slalomer entre les glaçons et les cailloux pour vraiment essayer de passer cette zone dans la zone estivale, les 2 mois en fait qui permettent vraiment de naviguer là-bas. Donc c'était un défi très relevé que j'ai fait en 2017, mais qui avait une double objectif, à la fois écologique pour découvrir vraiment le réchauffement climatique et en même temps remplir un nouveau défi avec ce petit catamaran de sport avec lequel j'avais déjà fait le tour du monde. Quels ont été les éléments les plus difficiles pour toi qui t'ont demandé d'aller chercher un peu dans tes retranchements, d'aller chercher des ressources? Alors, la différence dans le Grand Nord, là, c'était vraiment qu'il n'y avait aucune solution de secours. Je pense même aujourd'hui, quand tu montes l'Everest, il y a encore un hélico, il y a encore des gens qui peuvent venir t'aider, te filer un coup de main. Là, c'était vraiment l'endroit de la planète où, en fait, il y a un minimum entre 2-3 jours pour avoir des secours avec des brise-glaces. Donc cette dimension où tu es dans un lieu complètement hostile et il n'y a personne qui peut venir t'aider. Est-ce que là tu parles du sommeil qui est un élément de récupération extraordinaire. Est-ce que tu peux différencier l'impact du froid? C'est sûr qu'il y a des périodes dans ce tour du monde, dans ce traversée de l'océan Arctique où je ne pouvais pas aller permettre d'aller dormir parce qu'il faisait trop froid, parce que j'avais beau avoir le maximum d'équipement dans ton sac de couchage. Quand tu es comme ça à l'air libre, dehors, avec du vent et tout ça, et de la neige, à un moment donné, c'est un Mycorn, il va monter sa tente, il va allumer son réchaud, il va réchauffer ses 2 mètres cubes qu'il a, et puis il va réussir quand même à trouver une température à peu près acceptable pour pouvoir récupérer sans trop de vent et tout. Moi, il y a des moments, les vagues passaient sur le bateau, il y avait des cailloux, des glaçons partout. C'était techniquement impossible de dormir. Donc c'est vrai que ça m'a mis dans des périodes très très longues sans sommeil, de 3 jours et demi. Et donc là, on est dans les hallucinations. Voilà, on croit qu'il y en a un glaçon devant, en fait, il n'y en a pas, au contraire. Et donc du coup, il y avait vraiment besoin d'exploiter chaque fraction de minute que je pouvais prendre pour aller récupérer. Et ça m'a aussi obligé de faire 5 escales un peu forcées, soit pour réparer, soit pour justement reprendre des forces, parce que j'étais au bout des forces. Préparation physique, un autre sujet aussi important, on parle souvent de la préparation mentale, mais effectivement le physique et le mental sont liés. Quelle est ton approche, toi, de la préparation? Alors moi, je ne suis pas un grand exemple de la préparation physique, parce que j'ai jamais eu une préparation démoniaque sur le sujet. J'ai surtout pensé que en fait c'était vachement important d'être bien dans son corps. Moi c'est vrai que aussi d'avoir des réserves dans mes aventures, notamment en Grand Nord, ça m'a servi. Quand tu perds 12 kilos, si tu pars avec un surplus de poids, c'est quand même pas mal, surtout dans un sport qui est porté comme le nôtre. Évidemment, si tu fais du vélo, de la marche à pied, tu peux moins te le permettre. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec une préparation mentale hors norme, et une volonté hors norme et un truc qui te correspond bien, même si tu n'as pas le physique d'un athlète de malade, j'ai eu un physique de malade quand j'avais 30 ans, mais là, quand j'ai fait ces défis, j'en avais plutôt 40, 43, j'avais beaucoup moins de physique déjà, et ça ne m'a pas du tout handicapé, parce que effectivement, j'étais dans ce qui me plaisait, j'étais dans le truc, et je me rendais compte que ma récupération, c'était bien plus important en fait. C'est-à-dire que si tu as un physique hors norme, mais que tu récupères pas, forcément tu es dans le jus très vite. Et ça, j'en ai vu beaucoup dans la voile qui arrivaient avec des gros muscles, mais qui se dégradaient très rapidement. Alors que si tu as un physique un peu moyen, mais que tu sais bien dormir, bien récupérer, bien reprendre des forces, que tu sais bien te détendre, que tu sais bien être détendu, ça c'est vachement important. Quand tu fais des trucs comme ça au risque, le fait d'être tranquille, d'être apaisé et tout, ça compte beaucoup. Mais oui, moi, ces aventures-là m'ont aussi permis, je vois sur le tour du monde, pendant 1 an, j'étais presque coupé du monde, en fait. Et ça, c'est très bienfaiteur. Et tu te rends compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines seul en mer, la méditation, vraiment, c'est pas toi qui vas la chercher, finalement, c'est elle qui vient à toi.
Elle D'accord. vient à toi naturellement et tout d'un coup, tes pensées se deviennent vraiment objectives, positives. Tu repenses vraiment aux profondeurs de ta vie, de ton enfance et tout ça. Mm. Et le fait d'être justement pas dans une compétition, d'être dans l'aventure, ton esprit est vraiment libéré, notamment dans les périodes où je barrais beaucoup de bateaux, est libéré pour pouvoir penser à ta vie, à l'essentiel. Et moi, je trouve que j'ai jamais été aussi bien psychologiquement qu'en revenant de ces aventures-là. De tous ces moments passés sur la mer, de toute cette expérience, j'y vois un parallèle fort avec mon métier. Que ce soit avec les athlètes de haut niveau ou avec les dirigeants, les enseignements sont toujours les mêmes. Et toi, Yvan, quel parallèle fais-tu? Bah, je me rends compte, en fait, pour y avoir eu la chance de rencontrer à peu près un millier d'entreprises dans ces Ouais. 10 dernières années, que il est devenu en fait essentiel et indispensable de pouvoir continuer à oser, de pouvoir continuer à prendre des risques, de pouvoir continuer à être innovant, de pouvoir aller de l'avant, de ne pas avoir peur de s'effondrer, de l'échec. Et c'est vrai que c'est devenu complexe aujourd'hui dans notre monde de l'entreprise et même notre monde intérieur. Donc c'est vrai que j'ai un grand plaisir d'aller aux côtés des entreprises, montrer que voilà, je suis tout à fait normal comme tout le monde et que avec de l'authenticité, de l'envie, de la passion et une petite prise de risque, on peut voilà, arriver à plein de choses magnifiques. Et puis surtout, quand on s'est mis un petit peu en danger, quand on est sorti un petit peu de sa zone de confort, il y a une espèce de satisfaction derrière qui est assez incroyable, qui peut nous porter même des années derrière, juste sur un petit projet où on s'est dit là normalement c'était pas de mon ressort, mais voilà, en sortant de cette zone de confort, j'ai quand même trouvé des ressources incroyables, insoupçonnables. Ouais. Voilà, et c'est ça qui nous fait avancer dans la vie, c'est ça qui nous tire vers le haut, voilà, à titre privé et professionnellement. Et voilà, donc si je peux moi contribuer un petit peu à ça et à pousser un peu les salariés, les entrepreneurs à aller dans ce sens-là, ça c'est que du bien fait. Que du bonheur. Voilà, Que que du du bonheur. bonheur.